Bonjour et bienvenue dans ce vidéo dans laquelle je vais présenter les notions de base sur les situations fonctionnelles. Nous sommes en mathématiques secondaire 3. Ce vidéo a pour but de vous aider à réviser les fonctions affines, linéaires, constantes et inverses. Bien sûr, nous avons passé cette année un bon, je dirais, 20-30 heures à travailler sur ces informations. Moi, je vais vous en parler pendant 10-15 minutes, ce qui fait en sorte que je ne peux pas traiter tous les sujets. Néanmoins, si jamais il y a des éléments qui sont toujours pas clairs après ce vidéo, vous pouvez me faire des demandes personnalisées via courriel ou en communiquant avec moi d'une autre façon, en commentaire à ce vidéo ou peu importe. Alors, vous allez voir, si c'est votre première vidéo, qu'il y a souvent des personnages Lego qui viennent traîner dans mes vidéos. Ici, on a Jack et Will. C'est comme ça, hein? Je suis tout seul à la maison, il faut que je m'amuse un peu. Donc, on va les mettre de côté. Non, je peux bien les laisser en haut, hein? J'aime ça quand ils sont proches. Bon, les situations fonctionnelles. Situation fonctionnelle, j'en ai parlé un petit peu tantôt, on a vu ça à la première étape, c'est les situations qui peuvent souvent s'écrire sous la forme AX plus B. Est-ce que toutes les situations fonctionnelles s'écrivent sous la forme AX plus B? Non. Cependant, nous, on va commencer par travailler les situations sous la forme AX plus B parce que c'est celles qu'on voit le plus souvent. Prenons un exemple très simple. Pour louer un canot, on doit donner un montant de 10 $ et ajouter 8 $ pour chaque heure de location. C'est à peu près l'exemple le plus simple qu'on pourrait avoir. Si on voulait déterminer une règle permettant de calculer le montant à payer, dans cette situation, on va dire que le montant à payer pour la location du canot dépend du nombre d'heures de location. La variable qui est naturellement dépendante, c'est le montant payé. Cette variable, on va la remplacer éventuellement par Y pour se simplifier la vie. Et que dans le plan cartésien, le Y est associé à l'axe qui est vertical. Alors que le nombre d'heures, lui, va influencer la variable dépendante. Et c'est ce qu'on appelle la variable indépendante qui, elle, va être remplacée par X. Bon, c'est un petit retour sur le concept de dépendant-indépendant. Mais même si vous ne le comprenez pas ou que vous ne l'avez pas totalement en tête actuellement, c'est pas grave, regardez, on peut faire le problème sans ce concept. Donc, le montant à payer, comment est-ce qu'on le trouve? On commence par donner 10 $ et ensuite, on ajoute 8 $ par heure de location. Donc, 10 $ plus 8 fois le nombre d'heures va être équivalent au montant à payer. Pour se simplifier la vie, comme on en a parlé, la variable dépendante, on la remplace par Y. La variable indépendante, on la remplace par X. Donc, ça donnerait Y. Le montant à payer est égal à 10 $ plus 8 fois le nombre d'heures. Le 8, c'est ce qu'on appelle le taux de variation. C'est de la façon que le Y, le montant à payer, va varier. Il va varier de 8 $ par heure. Le 10, c'est la valeur initiale. Au départ, combien doit-on débourser pour la location? Donc, ça veut dire qu'avant même de commencer à utiliser le canot, quand le X va être égal à 0, quand les heures vont être à 0, on va déjà payer 10. C'est le montant initial. Vous avez été habitué de voir le taux de variation en premier. Donc, on peut mettre le 8x en premier comme on peut le mettre en deuxième, ça ne change rien. Mais dans un cas comme dans l'autre, le coefficient, le chiffre devant le x, est toujours le taux de variation. Les deux autres valeurs sont les valeurs initiales. Donc, si on veut analyser un peu la situation, c'est-tu drôle? Un canot, des pirates, c'est thématique mon affaire, puis j'ai même pas fait exprès. Une heure. On va faire 8 fois 1, 8 $ une fois, plus 10. Ça va faire un total de 18 $. Donc, 18 $ est le montant payé pour une heure. 2 heures, 8 fois 2, plus 10. 8 fois 2, ça fait 16. 16 plus 10, ça fait 26 $.
Donc, il y a un lien entre un x et un y. Le y qui est ici dépend du x parce que pour trouver sa valeur, on a besoin d'effectuer un calcul à partir du x donné. 3 heures, on va dire 8 fois 3 plus 10. 8 fois 3, ça donne 24. 24 plus 10, ça fait 34 $. 4 heures, on va dire 8 fois 4 plus 10. 8 fois 4, ça fait 32. 32 et 10, ça fait 42 $. Et finalement, 5 heures. 8 $ 5 fois pour 5 heures, ça fait 40. 40 plus 10, ça fait 50. Donc ça, c'est vraiment la base de la base des situations fonctionnelles. Un lien entre une variable dépendante et une variable indépendante va nous permettre de trouver des couples en x et en y. Donc c'est à ça que sert la règle qui est en haut, à nous permettre de trouver des associations entre un y et un x. Fait que la règle nous permet de trouver plein de couples et ensuite de répondre à des questions. Si je vous dis pour 12 heures de location, bien on ferait 8 fois 12 plus 10. Si je te dis combien d'heures si ça t'a coûté 100 $, bien là, ça voudrait dire que dans la règle qui est là, on remplace le y par 100, puis on fait 10 plus 8 fois quoi est égal à 100, puis là, on fait la balance pour trouver cette valeur. Dans le document de révision que j'ai envoyé dans le document de révision partie B, vous avez plusieurs numéros, évidemment, là, c'est la première partie, dans lesquels vous devez faire ce genre de raisonnement. Maintenant, la suite. Si vous regardez dans la table de valeurs en bas, j'ai dit que pour 3 heures, c'était 34 $, pour 5 heures, c'était 50 $. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire le chemin inverse. Disons que je vous avais donné un problème, je vous avais dit, si le nombre d'heures de location est de 3, le montant à payer est de 34. Si le nombre d'heures, mettons qu'ici c'est les heures, et qu'ici c'est l'argent. Si le nombre d'heures est à 5, le montant à payer est de 50. Fait que là, vous avez des associations en X et en Y, mais vous n'avez pas la règle et je vous avais demandé de trouver la règle. À ce moment-là, on vous avait donné une autre stratégie. Évidemment, la réponse qu'on doit trouver est celle que j'avais à l'autre page. Là, vous ne le voyez pas, mais je pointe l'autre page. C'est l'air un peu innocent, là. Mais la stratégie était d'appliquer la formule pour trouver le taux de variation dans un premier temps. Cette formule était y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je fais quelques petits rappels. Donc, vos couples, il y a 2x, 2y, puisque vous avez deux couples. Le premier couple, on va dire que c'est x1, y1. Et le deuxième, on va dire que c'est x2, y2. On aurait pu faire l'inverse. J'aurais pu mettre le x2, y2 en haut, le x1, y1 en bas. Ça ne change absolument rien. À la fin, vous allez avoir le même taux de variation. Vous allez voir aucune différence. Donc là, ce qu'on fait dans la formule, on fait la différence entre les y. Donc 50 moins 34. 50 moins 34, ça fait 16 $. Parce que mes y représentent de l'argent. Si on fait la différence des x, x2 moins x1, ça fait 5 moins 3, ça fait 2 heures. On considère que dans ma situation, le taux de variation est constant. Le taux de variation constant veut dire qu'à chaque heure, le montant à payer est toujours le même. Donc là, ce qu'on a trouvé, c'est que pour une augmentation de 2 heures, l'argent a augmenté de 16 $. Si on veut trouver le taux de variation, il faut trouver pour 1 heure. 16 divisé par 2, ça donne 8 $ de l'heure. C'est ça le taux de variation. Tu trouves pour quand les x avancent de 1, 1 heure, l'argent, le y, lui, avance de combien? Donc la formule fait le raisonnement pour toi. Tu trouves la différence des y, tu sais que ça a augmenté ici de 16 $. Pendant ce temps-là, les x ont augmenté de 2 heures. Donc 16 $ pour 2 heures. La formule fait le travail pour toi. Ça donne 8 $ de l'heure. Donc là, on a une bonne partie du travail de fait. On sait que l'argent, je ne sais jamais s'il faut mettre 2 lignes ou une ligne. J'en ai mis 2. L'argent est égal à 8 fois le nombre d'heures,
parce qu'on a trouvé en haut que c'est 8 de l'heure. Puis là, je cherche quel était le montant à payer au départ. Je sais qu'il y a un montant à payer au départ parce que 8 fois 3, ça ne fait pas 34. 8 fois 3, ça fait 24. Donc, la valeur initiale, c'est qu'est-ce qui manque à 24 pour arriver là? Bien, il manque 10. 24 plus 10, 34. 8 fois 5, ça fait 40. On n'est pas arrivé à 50. Pourquoi? Parce qu'il manque une valeur initiale. Il manque encore une fois 10. 8 fois 5, 40. 40 plus quoi donne 50. Il manque 10. En début d'année, je vous le faisais faire comme ça, sans calcul, sans structure. Je vous disais, faites-le dans votre tête, vous êtes capable. Puis après, j'avais amené la structure. La structure, c'était quoi? On remplace le x et le y par un couple. Disons le 3 et le 34. Donc, ça veut dire qu'ici, je mets 34. Ici, je mets 3 plus b. Et là, vous cherchez la valeur manquante. Exactement la même chose que je viens de faire, mais on le fait de façon écrite, là, par calcul, au lieu de le faire mentalement. 8 fois 3, 24, plus b. Tantôt, je disais 24 plus quoi est égal à 34. Pour trouver la réponse, on fait la balance. On enlève 24, on enlève 24. Et j'obtiens un b est égal à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma formule est 8x plus 10. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est quelque chose que vous devez faire très, très, très souvent dans le chapitre. Est-ce qu'on fait ça à tous les numéros? Non. Parce qu'il y a certains numéros où le b est déjà donné au départ. Donc là, tu n'as pas besoin de faire l'étape du b. Il y a des numéros où c'est le a qui est donné au départ. Donc là, tu n'as pas besoin de faire l'étape du a. Mais des fois, on va te donner le a, mais on ne donnera pas le b. Fait qu'il va falloir que tu trouves le a, puis avec un couple, il va falloir que tu trouves le b. Il y a plein de stratégies. Mais au moins, avec l'explication que je viens de faire ici, là, les détails, j'espère que ça vous donne la base. En espérant que ça l'aide. En bas, je vous présente un résumé très, très rapide. Je n'ai pas parlé de tous les types de fonctions, mais je les présente rapidement en espérant que ce soit suffisamment d'informations pour vous permettre de vous repérer dans les numéros. La affine, c'est celle qu'on vient de voir, c'est ax plus b. Donc là, on a travaillé une affine. Si on vous avait demandé de l'identifier, le type de fonction, on dit que c'est affine. La affine a un taux de variation A1, une valeur initiale. Dans le plan cartésien, la valeur initiale est toujours le point de départ sur l'axe des Y. On appelle aussi ce B l'ordonnée à l'origine. Le A détermine si ta droite s'en va vers le haut ou si ta droite s'en va vers le bas. Puisque mon A était positif dans mon numéro précédent, le A était positif, ça donne une droite qui s'en va vers le haut. Si on avait eu moins 8x, tu aurais eu une droite qui s'en va vers le bas. Croissant ou décroissant. La fonction linéaire, il n'y a pas de b. Le b est égal à 0. Donc, ce que ça va faire, c'est que tu vas toujours commencer à l'origine. Si tu as un problème, tu peux trouver le a et le b comme j'ai fait. Et si jamais le b est égal à 0, ça implique que c'est une linéaire. C'est très théorique tout ça, mais des fois, on vous pose ce genre de questions. C'est des infos que vous devez connaître. La fonction constante, c'est une fonction qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Donc, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, le y va toujours rester le même. Si je vous dis, vous prenez une pause pour aller faire du ski une journée au Mont-Saint-Sauveur, on s'intéresse à l'argent dépensé ou le montant dépensé pour aller skier et le nombre de descentes que tu as pu faire. S'il y a beaucoup de monde et que tu fais pas beaucoup de descentes en raison du nombre de monde, ben ça ne te coûtera pas moins cher. Ça va te coûter le même montant. Fait que ça va te coûter, mettons, 30 $ pour rentrer au site. Puis si tu fais 10 descentes, ben ça reste 30 $. Mais si tu es capable d'en faire 20 descentes, ça reste 30 $. Donc, on va dire que le A, le taux de variation, est à 0. Ça veut dire que le nombre de descentes que tu fais, le X, n'a pas d'influence sur le Y. Ça va toujours rester pareil. Et finalement, l'inverse, c'est la situation de partage. Si je te disais, j'ai 400 bonbons à donner pour mes élèves à l'Halloween, le nombre de bonbons que chacun recevra va dépendre du nombre d'élèves que j'ai.
Si j'achète toujours 400 bonbons, si une année j'ai 100 élèves, ben 400 divisé par 100, je peux donner 4 bonbons par élève. Je partage le 400 selon le nombre d'élèves. Si j'ai 120 élèves, ben 400 divisé par 120 va changer le nombre de bonbons que chacun va recevoir. Ça veut dire que tu as un total que tu divises selon un nombre de personnes ou selon un X, une variable indépendante. Une autre particularité de la situation de partage, l'inverse, c'est que quand tu vas avoir un problème ou une table de valeurs, si tu multiplies le X et le Y, tu vas toujours obtenir la même chose. Tu vas obtenir un résultat constant. Et cette valeur est le K. Le K est soit la valeur à partager ou quand tu multiplies le X et le Y, ça te donne tout le temps la même valeur, ben c'est le K. Dans ce type de situation, il n'y a pas de taux de variation. On va dire que ces situations, le taux de variation n'est pas constant. Qu'est-ce que ça veut dire si le taux de variation n'est pas constant? Ça veut dire que si je faisais le taux de variation avec 2 points, le taux de variation, là, c'est ça, là. Ce raisonnement s'applique seulement si tu as des fonctions qui sont représentées dans le plan cartésien par des lignes droites. C'est ce qu'on appelle des fonctions du premier degré. Est-ce que j'ai dit une bêtise? En tout cas, de dire que c'est représenté par des lignes droites, la ligne droite est associée justement à un taux de variation constant. Mais ici, si je prenais ce point-là et ce point-là, je trouverais un certain taux de variation, même s'il n'y a pas de taux de variation dans la règle. Et si je prenais lui, le même premier, mais un autre point beaucoup plus loin, je trouverais un autre taux de variation. Donc, mes taux de variation seraient différents. Et s'ils sont différents, ça veut dire qu'on n'a pas un taux de variation qui est constant. On peut dire qu'il y a des taux de variation dans cette situation, mais ils ne servent à rien. J'espère que ça vous éclaire. Finalement, un dernier petit point rapide. J'en parle parce qu'il n'y a pas beaucoup de numéros dans le document de révision, mais c'est quand même quelque chose que souvent vous avez complètement oublié comment faire. Et je réexplique rapidement. Comment faire pour placer la fonction affine dans le plan cartésien? On a vu ce qu'on appelle la technique de l'escalier cette année. La technique de l'escalier est super importante. Vous allez en avoir besoin encore en secondaire 4, ainsi que tout ce que je viens de vous montrer. C'est des sujets qui vont revenir en secondaire 4. Eh bien, c'est important de les réviser en ces temps difficiles. Tant qu'à rien faire, on va s'occuper. On ne peut pas jouer au Nintendo et écouter Netflix toute la journée. Donc, comment faire pour placer ça dans le plan cartésien avec la technique de l'escalier? Vous devez commencer par identifier le A et le B. Le A, c'est ce qu'il y a devant le X. Ici, mon A est égal à 3. Mon B est égal à 1. Le B, c'est la valeur initiale. Bon, je n'ai pas de plan cartésien, là, mais imaginez-vous que j'en avais un. Là. Ça veut dire que je commence à 1. Ensuite, mon A est égal à 3. Le A, c'est le taux de variation. C'est toujours pour une augmentation des X de 1. Donc, on va dire que le A, c'est une variation des Y de 3 pour une variation des X de 1. Toujours le Y en haut, toujours le X en bas. Comment s'en souvenir? On l'avait dans la formule. Oups, je n'ai pas montré la bonne page, je m'excuse. On l'avait dans la formule. Vous voyez ici, là, quand j'ai fait 16 sur 2, là, le 16 représente un mouvement Y, le X représente un mouvement, le 2 représente un mouvement en X. Donc, c'est toujours Y sur X. Puis c'est facile de s'induire en erreur parce que le X est à côté du 3. Mais c'est 3 pour chaque X. Donc, pour une augmentation des Y de 3 pour chaque X. Une augmentation des Y de 3 pour chaque X. Ça veut dire que dans ton plan cartésien, ce que tu vas devoir faire, c'est augmenter de 3 ici. Ensuite, augmente de 1. C'est pour ça qu'on appelle ça la technique de l'escalier, parce que ça va faire des marches. Plus 3, plus 1. Plus 3, plus 1. Et avec ta règle, tu fais une droite. Un dernier exemple, moins 2 tiers, c'est mon taux de variation et mon B est égal à 6. C'est la même chose. Le numérateur, c'est toujours un mouvement Y. Le dénominateur, c'est un mouvement X. Vu que le Y est négatif, cette droite va aller vers le bas. Donc, le B est égal à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ma valeur initiale.
Ensuite, je descends de 2, j'avance de 3. Moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3. Et on va avoir la droite. Bon, je me suis permis de le faire à main levée, je n'avais pas de plan quadrillé de toute façon, mais dans votre document, vous avez un numéro qui vous demande de le faire. J'espère que ces petits exemples vont vous aider à bien faire les choses. Ce que je vous propose, donc je vous ai donné les bases, c'est de commencer par travailler votre document de révision que j'ai joint au courriel qui était envoyé aux parents. Donc, d'imprimer le document. Si jamais vous n'avez pas d'imprimante à la maison, vous pouvez prendre un cahier Canada ou des feuilles mobiles, de faire les numéros. Ce serait plus facile de l'imprimer, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a une imprimante. De faire les numéros. Si jamais vous bloquez, dans le courriel, il y avait également un autre vidéo, un autre lien que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube, dans lequel j'explique numéro par numéro du document de révision. Je ne les explique pas en profondeur, mais je donne les grandes lignes de quoi faire. Donc, théoriquement, ces grandes lignes devraient vous donner des indices pour vous permettre de faire chaque numéro. Ça se peut, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait, ça se peut que vous bloquiez. Si jamais vous bloquez, vous avez deux options. Soit vous entrez en contact avec moi pour me demander des numéros en particulier, soit vous regardez le corrigé qui a été envoyé en PDF, en version électronique, avec ce courriel. C'est votre choix. Vous faites un, vous faites l'autre, vous me le demandez, vous allez corriger directement. C'est vous qui voyez. Gardez en tête que je suis disponible pour vous aider. On n'est pas un en face de l'autre, on n'est pas en classe, mais ça ne change pas le fait que si vous avez besoin de mon aide, c'est mon rôle de vous aider et ça me fera plaisir de le faire d'une façon ou de l'autre. Donc, je vous remercie. Travaillez votre document de révision. Lorsqu'on va arriver dans la section après les fonctions, les situations fonctionnelles, je vous donnerai d'autres vidéos pour d'autres explications. Merci beaucoup. Passez une belle journée.